Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Azoulay. Sacha, salut. Bonjour. Bah écoute Sacha, je suis très content de t'accueillir. J'avais déjà interviewé quelques-uns de tes collaborateurs il y a, je pense, ça fait déjà plus d'un an. Ouais. Donc je suis content de t'accueillir parce que tu vas nous parler de beaucoup de choses aujourd'hui autour de la vente, du marketing, du growth hacking. Mais avant toute chose, je te laisse expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de t'écouter sur ces sujets aujourd'hui. Déjà, bonjour, merci pour l'invitation. En fait, j'ai créé Grossroom il y a 4 ans maintenant, juste avant le Covid. Et on est une agence spécialisée dans le gross marketing. Et qui dit agence dit boîte de service. Et dans le service, malheureusement, ou heureusement, le sales, c'est principal, avec l'opérationnel en tout cas. Et donc, forcément, on a dû passer par des phases de structuration commerciale. On a dû passer par des phases de difficultés, des grosses épreuves où le sales en fait était tellement important qu'on était obligé de mettre en place pas mal de choses pour justement les surmonter et faire grossir la boîte. Donc on était en plein dedans, on est toujours en plein dedans. C'est ce qui fait qu'on a un petit peu d'expérience maintenant sur le sujet. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, tu as introduit un peu le sujet. On va parler de structuration commerciale et de comment faire grossir une entreprise tout en encaissant la croissance. Quand j'ai interviewé tes collaborateurs il y a un an, vous étiez une quinzaine. Aujourd'hui, vous avez doublé d'effectifs, vous êtes une trentaine. Donc, tu vas nous parler un peu des challenges, des défis auxquels vous êtes confrontés et aussi comment, tout en répondant à ces challenges, vous arrivez à grossir encore. Est-ce que, pour commencer cet épisode, tu peux expliquer aux auditeurs un peu le contexte? Tu as dit que tu as créé ta boîte il y a 4 ans. Est-ce que tu peux rapidement dire ce que vous faites et nous donner un peu le tableau de ton entreprise aujourd'hui? Et après, on va rentrer un peu dans le détail de savoir comment tu as structuré tes équipes commerciales. Et on va essayer de donner des tips aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont un peu soit en amont de ton aventure, ou soit qui sont un peu au même niveau aussi, Ouais. ou soit qui souhaiteraient faire cette aventure-là entrepreneuriale. Ouais, bien sûr. En fait, moi, de base, je travaillais dans le gross marketing depuis pas mal d'années. J'avais commencé dans un incubateur de start-up à Paris. Ensuite, j'avais travaillé à San Francisco dans une start-up française Ok. et toujours dans le gross marketing. Et en fait, en voyant pas mal d'entrepreneurs, en voyant les problématiques de gross marketing qu'on pouvait avoir dans une boîte, je me suis dit que c'était une discipline qui était une nouvelle discipline, il y a quelques années en tout cas, et qui était une vraie problématique pour les boîtes. Toutes les boîtes ont des problématiques de croissance, que ce soit des startups ou même des PME qui souhaitent accélérer. Et donc, ce que je me suis dit, c'était il fallait venir en aide aux boîtes là-dessus. Et donc, des agences commençaient à se créer sur ce sujet de gross marketing. La seule problématique, c'était que vu que c'était une nouvelle discipline avec plein de verticales différentes dans l'acquisition, dans la conversion, dans la rétention d'une entreprise, en fait, c'était peu processé. Et ce qui faisait qu'au final, quand on arrive en externe dans une entreprise, c'est beaucoup plus complexe quand on n'est pas processé pour mettre en place des choses qui ont un impact. Et donc, je me suis dit, OK, il faut avoir une agence qui est capable d'être experte sur certaines verticales du gross marketing, d'être processée dessus et de mettre en place des choses qui peuvent vraiment avoir un impact. Et donc, c'est venu de là. Et donc, effectivement, je l'ai créé vraiment juste avant le Covid. Au final, le Covid a été un petit peu un catalyseur puisque d'une nouvelle discipline, on est passé à une discipline qui est devenue quasi indispensable au développement d'une entreprise, surtout pendant le Covid où en fait, effectivement, il y avait quasi que le digital qui pouvait ramener de la croissance. Et donc, c'est de là que c'est parti. Ok, donc tu crées cette boîte-là. C'est juste avant le Covid ou c'est pendant le Covid? En fait, je l'ai créé officieusement avant le Covid pour voir un petit peu comment Comment ça ça se fait? passait. Ouais. C'est, tu vois, un peu lancé. Moi, j'étais en CDI en fait à l'époque, Ok. dans cette start-up française dans laquelle celle dont je te parlais. Ouais. Et donc, je l'ai créé un peu sur le côté au départ pour voir comment ça se passait avant de poser ma démission, Ok. histoire d'être un peu plus serein sur le sujet. Au final, il y a eu le Covid, donc j'étais pas si serein que ça. Mais comme je t'ai dit, au final, c'était plutôt une bonne période. Ok, donc tu lances ça en pleine pandémie. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qu'est-ce qui a fonctionné au début? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu grossir et commencer à embaucher les premiers collaborateurs? Ouais. Et à quel moment, à un moment donné, tu as commencé à structurer une force de vente? Mhm. Et quelles ont été tes premières problématiques, puisque c'est principalement le sujet du jour? Bien sûr. Euh, En fait, de base, la partie sales, la partie vente, ça a été important dès le premier jour.
Ok. dès le premier jour. Parce que quand tu montes une boîte de service, quoi qu'il arrive, il faut que tu aies des clients. Sans clients, tu ne vis pas, tu n'as pas de produit, tu développes pas, tu lèves pas de fonds. Donc, tu n'as même pas de marge d'erreur là-dessus. Et donc, le sales, dès le début, en fait, j'en ai fait. Et j'en ai fait un peu en perso, quoi. J'ai essayé de me mettre sur des réseaux de freelance. Donc, au départ, je faisais des missions en freelance. C'était ça, Grosse Room. Je faisais des missions en freelance seul. Ensuite, j'avais développé justement un petit réseau de par mes expériences dans des incubateurs. Donc, du coup, certains entrepreneurs m'ont rappelé. Donc, j'ai commencé aussi à faire ces missions-là. Et juste, ça va intéresser les gens qui sont en freelance aujourd'hui, qui sont solo. Tu avais des techniques de prospection aussi assez avancées qui te permettaient d'avoir beaucoup de clients. C'était plus le réseau. Quelle était un peu ta botte secrète à l'époque? Au départ, ce que je faisais, c'était. J'étais vachement présent sur Malte Ok. en tant que freelance. Et j'étais seul dans ma boîte, donc j'étais freelance. Et en fait, je l'avais pas mal optimisé. J'avais pas mal optimisé ma page pour être dans les premiers sur les recherches qui m'intéressaient, c'est-à-dire consultant grosse marketing, etc. Ouais, donc il y a beaucoup de gens qui critiquent Malte, mais toi, ça a été au début plutôt un bon outil. Ça a été un bon catalyseur. Ouais. Après, effectivement, je cache pas qu'il y avait un petit peu de réseau qui m'a permis aussi d'avoir des premiers clients, start-up notamment. Et surtout, en plus, pendant le Covid, ça levait beaucoup. Ah oui, Donc c'est forcément, c'était assez intéressant aussi là-dessus, quoi. Et ce Ok. que je faisais pas mal, c'était je faisais pas mal de conférences donc à distance, donc plutôt des webinars. On m'invitait en fait sur des conférences à distance que je faisais gratuitement, et en général, ça me permettait aussi d'avoir des premières touches avec des clients ou des prospects. C'est vrai que le webinar, ça a souvent mauvaise presse aussi, parce que ça fait un peu, tu sais, infopreneur, tunnel de vente, parfois un peu too much. Mais en fait, c'est un bel outil de vente quand on sait bien le manier et que derrière, il y a de la valeur. Donc toi, tu utilisais cet outil en plus de Malte pour avoir des clients, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'était mes deux premiers canaux, en Ok. fait. Après, tu commences à avoir un petit peu de clients, donc il te faut un peu de reco. Ouais. Euh, et c'est là où ça commence à être intéressant. Le sujet, il est que à partir du moment où tu commences à avoir ta première personne, en fait, quand tu es tout seul, tu as le choix. Tu peux ne pas faire de sales. Bon, tu gagneras pas d'argent, tu feras pas un business, ou alors tu feras quelques missions par-ci par-là, mais tu as le choix. Quand tu embauches ta première personne, pas en freelance, en CDI, tu n'as plus le choix. C'est terminé. Tu es obligé de faire du sales. T'as plus de marge d'erreur, quoi. Tu n'as plus de marge d'erreur. Et donc, en fait, la seule marge d'erreur que j'avais, c'était de ne pas me payer Ok. pour justement avoir cette marge-là. C'est-à-dire que si on était en retard en sales au départ, bah, au final, c'était mon salaire qui empiétait et c'était pas très grave, quoi. J'avais réussi euh, à avoir le chômage justement parce que je montais une boîte. Premier investisseur de, L'État de français, France. évidemment. Ouais. Bon, on lui a bien rendu maintenant avec Grosse Room, mais pour le Ouais. coup, typiquement, ça a été un avantage. Mais mis à part ça, ça dure quelques mois. Après, derrière, pendant 1 an et demi, tu vois, je me suis pas payé. Et ce qui m'a permis un petit peu de construire un matelas et de me faire cette toute petite marge d'erreur où en fait, mon taf, c'était justement que de faire du sales sans me payer. D'accord. Et voilà. Et est-ce que le recrutement du premier commercial, il arrive quand? Il arrive, c'est la première embauche, la troisième Le premier commercial qui s'appelle Bastien, qui est devenu associé Oui. maintenant de Grosse Room, que tu as rencontré. Ouais. Bastien, il est arrivé 1 an et demi après. Ok. Donc, il est arrivé mi-2021. Je l'avais rencontré dans un coworking. À l'époque, on était 3 ou 4 chez Grosse Room, donc il n'y avait que 3 consultants et moi. Et on était allé dans un coworking et je l'ai rencontré. Il travaillait dans une autre entreprise à l'époque, en tant que head of sales. Il y a eu un fit et il est arrivé ensuite et ça a été un super match, quoi. Ok, donc là, plutôt opportunité de rencontre, etc. Exactement. Est-ce que après, sur tes autres recrutements de commerciaux, tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as rencontré? On sait que c'est un métier un peu Bien en sûr. pénurie où les bons sont quand même très très bien payés, souvent en poste. Bien sûr. Est-ce que tu peux donner un peu là aussi ton expérience et Ouais. pourquoi pas quelques conseils? Ça a été le premier épisode d'Héros de la Vente en 2018 Ok. sur le recrutement, tu vois, des Ok. commerciaux. Donc, Ok. C'est intéressant parce que, tu vois, dans une entreprise de service, comme je t'ai dit, tu ne lèves pas. Tu peux pas craquer sur les salaires comme craquent des Salesforce et des HubSpot ou même des DocuSign, etc., qui ont complètement, vraiment, franchement, déréglé le marché. Ouais. Où en fait, tu as des sales qui ne font plus... Enfin, certains en tout cas, il y en a d'autres qui sont très bons, hein,
mais certains ne font plus d'outbound, ne vont plus chercher, tu vois, les leads. Ils font des rendez-vous, quoi. Ils font les rendez-vous, ils les accueillent, ils ont un produit derrière, un Salesforce ou quoi, qui de toute façon va vendre, et ils font leur com derrière. Et ils ont quand même des salaires qui sont extrêmement élevés. Et donc en fait, pendant le Covid, qui justement, avec beaucoup de levées, etc., a complètement déréglé ce sujet-là, bah, ça a été plutôt difficile de recruter des commerciaux, parce que tu en as qui ne voulaient pas sortir de leur confort là-dessus. La chose qui a été bien avec Bastien, c'est qu'il a voulu sortir de ce confort-là. Il a compris le potentiel de Grosse Room, et il a vu qu'il pouvait être le premier sur la partie sales de Grosse Room. Et au final, ça a marché et ça a fait que derrière, c'est une belle histoire. Mais ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'était que sur une boîte de service, encore une fois, tu ne grossis pas l'équipe sales de la même façon, à la même rapidité, la même vitesse que tu grossis ton équipe de consultants opérationnels. Parce qu'à la base, ton taf, c'est de faire des missions pour des clients. Donc nous, on fait de l'acquisition client pour les clients. Ok. Et typiquement, c'est ça le sujet. Et donc, quand on grossit Grosse Room, on va plutôt recruter des consultants, pas des sales. Je dirais qu'un sales, il peut faire rentrer des clients pour à peu près une quinzaine, une vingtaine de consultants. Ah oui, quand même. Ce qui fait qu'au final, tu vois, pour une boîte de 30 personnes, on a 2 SDR, 2 sales, plus moi. Donc SDR, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les gens qui vont prospecter plutôt. Exactement. Qui vont prospecter, qui vont aussi peut-être préqualifier, qui vont Ouais. faire du call, etc. etc. Ok. Super, en tout cas, hyper important comme poste chez nous, parce que c'est vraiment le premier engrenage de tout derrière, quoi. Et là, juste rapidement, tu les as recrutés comment? C'était là aussi le réseau ou tu as utilisé des plateformes En fait, il y a un avantage avec le gros marketing, comme je te le disais Oui, aussi, vous avez c'est les une nouvelle techniques. discipline, et c'est une discipline qui est un peu sexy. En fait, les gens qui ont aussi cette petite fibre commerciale ou acquisition ou digitale, ils vont aussi un petit peu, s'ils se renseignent bien, diriger vers le gros marketing. Ouais. Ce qui fait que nous, notre premier SDR, on l'a eu parce qu'il m'a envoyé un CV en mode... un CV un peu en mode gros hacker, quoi. Je crois qu'il avait pris mon email ou mon numéro de téléphone, il m'avait envoyé un truc, etc. Un peu pushy au départ, mais au final, on l'a rencontré, tu sentais qu'il avait faim, qu'il était déterminé, et ça a été un super SDR au départ. Donc voilà, donc, au final, on les a plutôt recrutés sur des gens qui ont postulé d'eux-mêmes, quoi. Ok, candidature spontanée, Exactement. donc plutôt chanceux. Pour les autres recrutements, est-ce que vous avez utilisé vos techniques d'acquisition que vous vendez à vos clients pour du recrutement? Ça, c'est une question que je me pose. Il y a peut-être des recruteurs qui nous écoutent. Ouais, bah écoute, c'est marrant parce qu'on le fait pour certains clients, Ouais. mais on le fait moins pour nous parce que, comme je te l'ai dit, en fait, on a beaucoup de play direct, Ah ouais, d'accord, ok. spontané. Ça veut dire que vous avez une bonne communication si les gens postulent. Pour le coup, je trouve qu'on pourrait être meilleur en communication, Ouais. mais il y a un truc qui est fort chez Grosse Room, c'est la culture. Ok. L'implication. En fait, si tu veux, de toute façon, tu n'as pas le choix. On n'a pas de produit. C'est que de l'humain. Je leur disais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps à l'équipe, on faisait une présentation pour la fin du trimestre, où je leur disais vraiment, l'humain, c'est le cœur du réacteur, quoi. Donc en fait, sans vous et votre expertise, la boîte, c'est rien, quoi. Ouais. Et en fait, on a réussi à créer une culture qui n'est pas la culture d'une agence classique, où en fait, après 19h, en général, il n'y a plus personne au taf. On a un management qui est hyper clair, objectivé, etc. Les gens comprennent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, c'est hyper bienveillant, etc. Enfin, l'équipe en elle-même est hyper bienveillante. Et donc, cette culture-là, tu vois, on a une page Welcome to a Jungle. C'est la seule chose qu'on fait en recrutement, c'est une page Welcome to a Jungle. Ok. Et pour autant, ça nous suffit à avoir justement des candidatures spontanées parce que les gens ressentent un petit peu cette culture-là au sein de Grosse Room. Le gros marketing, en plus, qui est en général un métier assez masculin à la base, nous, on a une parité là-dessus et les gens ressentent cette culture. Ok. C'est ce qui fait que du coup, on n'a pas vraiment de difficulté là-dessus. Sur la partie consultant, sur notamment les seniors, là, ça a été un peu plus difficile et il a fallu que je chasse moi-même. Et pour le coup, je n'ai pas utilisé de technique automatisée, je le faisais moi-même et c'est ce qui faisait que ça marchait. Ok. Je leur disais en fait que ce n'était pas un message automatique aux gens que je contactais. Et donc, c'est ce qui faisait que ça avait marché. Et donc, nos premiers seniors, on les a recrutés comme ça. Mais une fois que tu recrutes tes seniors, derrière, tu recrutes des juniors que tu formes toi-même avec tes seniors, etc.
Et donc, en fait, eux passent seniors, ils vont eux-mêmes former des juniors et tu vois, après, ça roule, quoi. Juste pour le début, les 10 premières personnes où c'est un peu plus complexe. Et juste, ça m'intéresse d'avoir ton avis quand tu recrutes une personne plus senior que toi qui es dirigeant. Moi, ça m'est arrivé en tant que directeur commercial aussi de Ouais. recruter quelqu'un de plus âgé que moi. Là aussi, la première fois, comment tu t'adaptes à ce recrutement? Pour toi, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que tu as quand même dû un peu te coacher ou Pour le directeur commercial, oui, par exemple, ou pour un consultant plus âgé écoute, alors, je sais pas si c'est de la chance ou non, mais la moyenne d'âge de mon équipe, elle est entre 27 et 30. Ok. Moi, j'ai créé ma boîte à 27 ans, Ok, 26 ou 27. Maintenant, j'en ai 30. Donc, en fait, on a à peu près le même âge. ok. J'ai pas de collaborateurs beaucoup plus âgés. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est juste que bah, y a pas eu de candidat. Pour le coup, la culture n'a peut-être pas attiré ce genre de candidat-là. Mais pour le coup, ça m'est jamais vraiment arrivé. Ok, En donc revanche, un consultant senior chez vous, c'est plutôt quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, c'est ça? c'est ça qui a travaillé de ses 24 à ses 29 ans, par exemple. Ok. Mais pour le coup, effectivement, les premiers seniors qu'on a recrutés, alors qu'on n'avait pas une équipe de seniors, c'est-à-dire que tu recrutes quelqu'un qui a plus d'expertise que ta boîte. Ouais. Donc ça, c'était au tout début. C'est un peu plus complexe. Mais en fait, là où on a réussi justement, je pense, à trouver le truc, c'est que un autre de mes associés, je t'ai parlé de Bastien, un autre de mes associés qui s'appelle Charles, Ouais. lui, et c'est le COO, lui a cette manière beaucoup plus processisée et cadrée parce qu'il vient d'une grosse agence de data. Donc lui a apporté tout ce côté aussi process, cadrage, rigueur. Et en fait, les seniors, même si ils n'avaient pas grand-chose à apprendre au départ en termes d'expertise, ils venaient apprendre les soft skills chez nous, via Charles, là-dessus. Ok. Et en fait, c'est ce qui fait que ça a marché parce qu'ils venaient apprendre aussi chez nous. Ils venaient évoluer. Et donc, au final, le match-up s'est plutôt bien passé quoi, là-dessus. Ok. Tu nous as parlé de l'organisation commerciale chez vous. Ouais. Donc, tu nous as dit 2 personnes en charge de la prospection, de qualifier les deals, 2 commerciaux qui, eux, vont plutôt suivre le client, closer et négocier, plus toi. On sait que dans la vente de logiciels, c'est quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire, tu as, comme tu l'as dit, les SDR, les accounts. Après, tu as des gens chargés du support, les CSM. On voit, avec la baisse notamment des levées de fonds, que c'est un modèle qui est un peu remis en question, avec des commerciaux qui vont être un peu plus complets et Ouais. qui vont gérer plus de choses dans le processus de vente. Mhm. Alors désolé pour l'anglicisme, mais on appelle souvent ça des commerciaux full stack, un peu comme les développeurs. Bien sûr. Toi, comment tu vois la question dans la prestation de service? C'est-à-dire, au début, tu as voulu cette division parce que vous vous êtes rendu compte avec des tests que ça marchait, ou tu t'es dit, je vais prendre le modèle du SaaS, qui est un modèle qui a l'air de fonctionner. Ça m'intéresse de savoir un peu quelles Ouais, ont bien sûr. été vos réflexions Ouais. là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? En fait, comme je te le disais tout à l'heure, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de donc, générer des prospects et les convertir derrière. Sauf que quand tu recrutes un sales dans une entreprise de service, sans avoir levé de fonds, sans prêt, sans rien, tu n'as encore une fois pas de marge d'erreur. Et un sales, contrairement à un consultant, c'est une fonction dite support. C'est-à-dire qu'en fait, il va techniquement pas faire les missions. Donc, c'est un coût en plus dans ta charge. Peu importe le nombre de clients, Ouais. tu vois, tu pourras pas prendre plus de clients parce que tu as un sales. Ouais. En tout cas, au Contre- début, c'est un coût. En tout cas, au début, Le temps qui exactement. rapporte des nouveaux clients. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que du coup, tu Ouais. peux pas en prendre plusieurs. Donc, tu es obligé, avec une personne, de faire tout. De la génération de prospects au closing, en passant par la négociation, les présentations, enfin bref, tout quoi. Ok. Et donc, ce qui fait. Et en fait, moi, je suis assez partisan, ça tombe bien parce que je suis assez partisan du fait qu'avant de déléguer quelque chose, il faut savoir le maîtriser. Et donc, du coup, on avait bien maîtrisé notre structure de génération de prospects au départ, avec les techniques dont je t'avais parlé, que ce soit sur les réseaux de freelance, les réseaux de conférences, l'organique, etc. On arrivait bien à générer même de l'outbound, puisque c'est ce qu'on faisait pour les clients. On fait de la prospection digitale pour les clients. Donc, en fait, on le faisait pour nous-mêmes. Donc, on avait plutôt bien géré cette partie-là au départ. Mais tu étais obligé de le faire seul, quoi. Et donc, quand j'ai recruté Bastien, on faisait tout seul aussi, quoi. On faisait ça. Et une fois qu'on a très bien géré la partie prospection et qu'on a vu qu'on avait moins de temps pour le closing, tu sais, en fait, ça fait c'est un peu une montagne russe. C'est-à-dire, tu montes en charge et en volume de conversion.
Mais donc, du coup, tu génères beaucoup de leads, tu closes bien, etc. Mais il y a un moment où il y a un des deux qui va bugger. Et donc là, c'était le closing. On closait moins parce qu'en fait, on générait tellement de leads qu'on n'arrivait pas à closer, tu vois. Oui, en fait, tu te disais, bon, finalement, ce client-là, il hésite peut-être, mais c'est pas grave, j'en ai 3 autres derrière, Exactement. quoi. Et donc, du coup, tu te bats moins comme tu Ouais, pourrais te battre. Et donc, tu as un peu ce qu'on appelle un goulot d'étranglement sur ce genre de sujet, tu vois. Et donc, ouais, là, c'est là où tu te dis, je peux déléguer. Et donc, c'est là où on a rencontré, par exemple, ce SDR qui, lui, a pris toute la partie génération de leads qu'on avait déjà mise en place, en tout cas, qui marchait déjà. Et donc, ouais. en fait, il a repris cette partie-là pour que nous, on puisse se concentrer sur le closing, tu vois. Ok. Et donc ça a été la deuxième step, parce que la première step, ça a été du coup d'avoir une première personne sur le commercial. Et la deuxième step, ça a été d'avoir quelqu'un, de siloter quelqu'un pour la génération de leads, quelqu'un pour le closing. Ok. Et ça, c'est ce qui nous a fait passer de 1 à 15 personnes, du coup. Ok. Donc, vous êtes une agence d'acquisition, tu l'as dit, vous Ouais. vous appelez Growth Room. Donc, j'imagine que vos clients vous demandent de faire ce qu'on appelle depuis quelques années du growth hacking avec des logiciels, des techniques d'automatisation, etc. Néanmoins, cette discipline se rapproche de la vente classique. Tu parles à des humains, tu négocies, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu les défis que vous avez quand vous passez en mode vente? C'est-à-dire, ça y est, vous avez fait vos campagnes d'acquisition, vous sortez du logiciel. Est-ce que, vu que vous êtes une équipe quand même assez jeune, est-ce que tu as vu des choses pour ta boîte compliquées ou qu'il a fallu changer pour être meilleur en vente? Ouais. Puisqu'on est sur un podcast vente, donc Bien j'en sûr, bien sûr. profite. Euh, En fait, tu parlais tout à l'heure de structuration. Je pense que à mesure qu'une boîte évolue, alors je pensais pas avoir un sujet aussi gros sur la structuration à 30 personnes et surtout sur une agence. Alors on grossit pas mal, on fait entre 50 et 100% de croissance par an, mais on n'est pas une start-up non plus, on est plutôt une agence. Mais au final, il y a un vrai sujet de structuration. Et nous, on a eu le cas, tu vois, typiquement début 2024, où d'un coup, et ça arrive, d'un coup, ta génération de prospects, elle baisse par rapport au marché, tu vois. Il y a eu énormément de choses, les crises, l'inflation, les élections, il y a eu énormément de choses. Et par rapport aussi au fait que bah, tu as ce goulot d'étranglement. En fait, tu es obligé de recruter. Donc, on a recruté un deuxième commercial, un deuxième SDR. Et donc, du coup, en fait, tu doubles ton équipe. Et on est passé de 15 personnes à 30 personnes. Donc, en plus, tu doubles aussi ton équipe côté consultant. Donc, ta masse salariale, elle augmente. Tu n'as plus du tout le choix. Donc, tu as une tension de sales qui doit augmenter. Tu es obligé de signer. Et en même temps, tu es obligé de structurer ta partie sales, puisqu'en fait, elle augmente. Et donc, c'est là le défi le plus gros, je pense, qu'on a eu. C'est que en fait, on générait quasi le même nombre de prospects en 2023 qu'en 2024, sauf qu'en 2023, on était 20, en 2024, on était 30, un peu plus de 30 d'ailleurs, là, en ce moment. Ok. Et donc, ce qui n'était pas grave, parce qu'on en générait déjà beaucoup l'année dernière, donc c'était super. Mais sauf qu'en fait, il faut qu'on arrive à structurer l'équipe pour que chacun puisse savoir ce qu'il fait, où il va, les objectifs, est-ce qu'il a les bons outils pour, etc., pour justement aller plus loin. Ouais. Et donc, sur la partie de génération de prospects, typiquement, passer de 1 SDR à 2 SDR, typiquement, tu peux te dire, par définition, je vais doubler. En fait, pas du tout. On a même généré un peu moins. Ok. Pas parce que ils étaient moins bons, au contraire, ils sont super bons. Mais la question, c'est juste que il faut structurer cette partie-là, te dire, OK, bah, quand je vais faire ma prospection commerciale, qui je vais cibler? Est-ce que je cible du large? Est-ce que je cible du quali? Qui le fait? Comment on le fait? Et avec quel outil? Et surtout, quels sont les objectifs? Et les suivre. Parce que le pire truc, c'est de se rendre compte des semaines après que tu n'es pas aux objectifs. Parce qu'au final, tu génères, je sais pas, X opportunités commerciales sur le mois. Si tu te rends compte que tu n'es pas aux objectifs 1 ou 2 mois après, c'est déjà trop tard en fait. Il faut que tu le suives, tu vois, semaine après semaine. Et nous, vu qu'on était assez serein sur ce sujet-là pendant 3 ans, on n'a pas eu besoin vraiment, tu vois, de le suivre comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, 1 mois après, on s'en est rendu compte. Et c'est là où on s'est dit, OK, il faut qu'on restructure tout. Et donc, ce qu'on a fait, ce qui est assez intéressant, c'est on fait de l'outbound pour les clients. Donc, en fait, on a pris un consultant outbound qui gère les clients. En fait, il a pris Grosse Room en client. Ok. Et donc, on a complètement restructuré l'acquisition de Grosse Room via ça. Et il a reformé les SDR qui venaient d'arriver pour qu'eux puissent faire ce travail-là. Et que derrière, les sales, Bastien en l'occurrence, puissent se concentrer uniquement sur la partie strat de génération de prospects et sur la partie closing.
Ok, ça m'intéresse de savoir un peu dans les coulisses qu'est-ce que ce consultant a mis en place. Moi, je sais que par le passé, quand j'avais des équipes de commerciaux, j'aimais bien, quand j'arrivais, mettre en place ce que j'appelle le playbook de vente. Ouais. D'ailleurs, sur le site Les Héros de la Vente, vous avez un modèle si besoin, hein, ça c'est pour les auditeurs. Est-ce qu'il a travaillé sur un playbook ou est-ce qu'il a fait, je sais pas, des Notion, du contenu écrit, vidéo, Bien du sûr. coaching? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il a mis en place? En fait, ce qui est intéressant, comme je te disais, c'est qu'il a fait ce qu'il fait pour les clients. Donc, en fait, ça a été, donc c'est plus une présentation. Nous, on travaille beaucoup sur spreadsheet pour la Ouais. data, pour présenter la stratégie sur Google Slide. Ok. Et ensuite, on a nos outils particuliers sur le sujet. On travaille aussi un peu sur Notion d'ailleurs. Ok. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y a un process qui a été mis en place, qui a été effectivement couché sur papier, donc sur des slides par exemple, où en fait, on a vraiment pu visualiser le process. Par quel outil on passe, qu'est-ce que ça ramène, combien on peut attendre. Si on n'est pas aux objets, qu'est-ce qu'on peut faire en situation d'urgence? Quelle cible on va aller chercher? Qui va chercher telle cible dans l'équipe? Qui a l'ownership de ça? Et en fait, rien que ces objectifs, ce process, ces outils et cette roadmap, rien que ça, en fait, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité et donc de marcher, de bien mieux marcher. Parce qu'en fait, on avait un problème un peu de riche, c'était que nos campagnes marchaient bien historiquement chez Grossroom. Donc, par définition, on n'a pas eu besoin de mieux structurer la chose, puisqu'en fait, on lançait des campagnes, et c'était là où je te disais, tu vois que le Covid a été un catalyseur, mais aussi un peu une mauvaise chose, parce que on lançait des campagnes, ça marchait. Et donc, du coup, on n'a pas eu ce besoin-là de structurer. Et donc, lui nous a apporté cette structure, notamment via ça, et par des outils qu'on utilise, nous, pour les clients, notamment, tu vois, pour constituer des bases de données, pour dédoublonner, pour enrichir des données, pour donc envoyer des mails, des LinkedIn, etc. On a rajouté une brique call, donc ce qu'on appelle cold call et warm call. Ok. Donc cold call où les SDR appellent des gens qu'ils ne connaissent pas, et warm call où en fait les SDR appellent des prospects qu'on a déjà prospectés sur les listes de prospection. Ok. Et donc ça, rien que tout ce process-là, avant on le faisait, mais pas assez, tu vois. Et rien que ça, derrière, ça donne beaucoup plus de visibilité et donc beaucoup plus de résultats. Donc en fait, là, l'apprentissage que tu nous donnes, c'est quand vous commencez à grossir, souvent vous avez la tête dans le guidon et vous vous apercevez pas qu'il y a peut-être certains fondamentaux en fait qui soit sont oubliés, soit qui n'ont pas été mis en place parce que ça marchait. Donc pourquoi mettre en place des choses? Et ça me fait penser, moi, quand j'avais lancé ma première boîte, c'était l'apparition des outils pour faire des messages automatiques sur LinkedIn. Ouais, Tu sais, c'était vraiment le tout début. Il n'y ok, avait pas encore l'Emlist à l'époque. Et c'était assez magique parce qu'en fait, ça marchait. Mais du coup, on en envoyait des messages un peu comme ça, à tire-larigot, et puis on avait des rendez-vous. Et en fait, on ne s'était pas posé sur ce que tu dis, c'est-à-dire quelle est notre cible idéale, bien sûr. quel est le bon message, qu'est-ce qu'on va dire en rendez-vous. On faisait juste nos rendez-vous et puis ça marchait. Puis au bout d'un moment, au bout de 2 ans, peut-être, ta source d'acquisition commence à s'épuiser parce que tout le monde le fait. Bien sûr. Et là, tu te dis, zut, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien fait au début, quoi. Je suis totalement d'accord. En fait, c'est très difficile quand tu marches très bien de te mettre en situation d'urgence. C'est-à-dire de te dire, bon, bah, il faut quand même que je vérifie, que je mesure, etc., toutes les semaines, etc. Ouais. Vu que ça marchait bien, on le faisait au début. Mais après, on mesurait moins parce qu'on était trop la tête dans le guidon pour justement aller signer justement des clients, puisque en opérationnel derrière, ça marchait super bien. Et on voyait pas l'avant. Ouais. Et il y a un moment, comme tu le dis, où ça baisse un petit peu. Alors nous, on a eu de la chance. Comme je te disais, on n'a pas fait de prêt, on n'a pas fait de levée de fonds, etc. Donc, de base, on a appris à se gérer en situation sans marge d'erreur. Tu vois. Donc, de base, on a appris à mettre en place une structure financière chez Grossroom qui nous permet de pas trop cramer de cash, ce qui nous permet, tu vois, de bien tenir en situation d'urgence, etc. Donc, globalement, ça a été plutôt bien géré derrière par l'équipe. Mais effectivement, on aurait pu le voir plus tôt. Ok. Ça me fait penser à certaines entreprises que je connais qui sont sur un marché tellement porteur. Ils ont tellement comme tu disais, des clients qui aussi les contactent, etc. Soit ils n'ont pas de force commerciale, soit ils ont quelques commerciaux, mais en fait, les commerciaux gèrent plutôt la demande entrante. Et à chaque fois, je me dis, si un jour cette demande entrante s'arrête,
ils vont être très surpris sur la partie vente. Et comme tu l'as dit, tu peux faire appel peut-être à un regard extérieur. Donc Ouais. là, c'était un consultant, ça peut être des freelances sur différents domaines. Et ça peut très vite remettre l'entreprise sur les bons rails. Est-ce que tu as, peut-être sur d'autres sujets, fait aussi appel à d'autres personnes extérieures à la boîte pour améliorer des choses Ça m'intéresse de savoir. Écoute, c'est c'est intéressant parce que c'est la qualité dont je te parlais de Grosse Room, c'est qu'on fait de l'acquisition pour les clients. On a lancé un pôle HubSpot il n'y a pas longtemps. Ok. Il y a pas longtemps, il y a quand même un an et demi, donc qui tourne déjà, etc., qui fonctionne super bien. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a l'expertise pour maîtriser et la partie prospection et la partie closing rétention, puisqu'en fait, on a l'expertise aussi HubSpot. Parce que comme je te disais, on a des consultants en outbound qui font de l'outbound pour Grosse Room, Ouais. pas que pour les clients, et des consultants en HubSpot qui aussi nous optimisent notre HubSpot. Donc, par définition, tu vois, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une aide externe sur le sujet. Ok. Mais ça, c'est peut-être le défaut de nos qualités, c'est que peut-être parfois il faudrait qu'on regarde un peu de manière un peu plus externe, tu vois, là-dessus. Parce qu'on se dit qu'on a l'expertise, on arrive à tout mettre en place. Les consultants, eux, font de la veille sur leur propre expertise, mais nous, sur l'intégralité du processus sales, effectivement, on gagnerait, tu vois, à regarder ce qui se fait. Et donc, depuis ce début d'année, on le fait beaucoup plus. Et ça nous a donné vachement d'idées. Et donc, on regarde. En revanche, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aide externe. Ça viendra, je pense, avec le temps. Et notamment, tu le disais, mais je pense que l'externe, c'est hyper intéressant, notamment sur des fonctions comme le SDR, où en fait, si tu as un bon SDR, même en externe, ça peut directement bien marcher et tu peux directement t'y retrouver. Donc oui, ça pourra venir plus tard. Ouais, très bien. Et ça m'intéresse, ton département HubSpot, c'était un souhait de ta part parce que c'était quelque chose que vous maîtrisiez déjà, ou c'est parce que tu as eu des demandes Ouais. de clients qui vous ont dit on a besoin d'aide sur notre outil HubSpot, est-ce que vous savez faire? Et du coup, tu t'es mis à la recherche de consultants qui avaient cette expertise-là. C'était un souhait des clients, pour le coup. Ok. C'était un souhait des clients. En fait, c'est très simple. On faisait de l'ADS, donc tu vois, les régies publicitaires, et on faisait de l'outbound, donc la prospection digitale. Donc on envoyait des leads, ou des ventes pour les B2C, mais des leads pour les B2B, aux clients. Sauf que les clients, derrière, ils traitaient les leads, mais on n'avait aucune visibilité sur la qualité des leads. Est-ce qu'ils les traitaient bien? Est-ce qu'en fait, derrière, ils les appelaient parce qu'un lead, faut le rappeler dans les 24-48 heures. Si tu ne le rappelles pas dans les 24-48 heures, c'est terminé derrière. Tu vois. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a ça aussi? Mais au final, eux ne savaient pas vraiment parce qu'ils n'avaient pas la visibilité sur leurs commerciaux pour savoir s'ils rappelaient vraiment. Et donc, en fait, très rapidement, ça nous a été demandé, quoi. Et après, c'est très simple. On a vu les CRM sur le marché, Pipedrive, HubSpot, Salesforce. Et on a choisi HubSpot parce que la majorité de nos clients avaient HubSpot. Et c'est surtout un CRM qu'on arrive beaucoup plus à optimiser. Là où Salesforce est plutôt pour les grandes entreprises, ça fait très bien le taf, mais c'est beaucoup plus complexe là-dessus. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y est mis, qu'on a créé ce pôle-là. Ouais, très bien. HubSpot est passé dans le podcast et a un modèle assez intéressant sur la partie partenariat, Ouais. où 40%, voire même plus de 40% de leur chiffre d'affaires est généré par leurs partenaires. Donc, les partenaires, ça peut être des agences comme la tienne qui proposent HubSpot à des clients qui n'ont pas encore d'outils. Est-ce que tu as pu voir un peu comment ils communiquaient avec toi ou comment ils mettaient en place ce genre de partenariat? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu pourrais appliquer à ta boîte aujourd'hui sur cette partie partenariat? Parce que j'ai vu une stat sur, en gros, 80% des entreprises qui mettent en place des partenariats sont contentes de leur chiffre d'affaires, en fait. Ouais. Tu vois, Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce canal d'acquisition là, des agences pour HubSpot, ce canal d'acquisition, c'est probablement le meilleur canal d'acquisition que j'ai vu de ma vie. Ok. Parce qu'ils ont... alors, je pense qu'ils ont plus d'une centaine d'agences partenaires. Nous, par exemple, on est partenaire Platinum. Tu sais, Ok. t'as Gold, Ouais. Platinum, Elite, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, c'est des agences qui font de la croissance pour eux. Et honnêtement, vu nous, notre activité en étant une agence à taille humaine, et ils ont plein d'autres agences qui sont beaucoup plus grandes en partenaire, en voyant comment on se démène pour leur amener des clients, etc., je me dis, mais c'est incroyable. Derrière eux, ils ont
plus qu'à closer. Eux, ils font le travail aussi derrière, hein. Ils ont mis en place des process hyper carrés. Ils peuvent aussi nous envoyer des leads, etc. Mais cette croissance qui est en fait générée un peu quasi automatiquement parce qu'en fait, ils comptent sur le produit et leur produit, il est top. Donc, du coup, les agences, elles arrivent bien à le vendre. C'est hallucinant. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs canaux d'acquisition là-dessus. Ouais. Ce qui n'empêche que, hors HubSpot, j'étais de l'avis, surtout quand je travaillais dans un incubateur et que j'étais à l'époque chez Dream, donc start-up française, et que je m'occupais aussi un peu des partenariats. Ce qui n'empêche que je pensais que les partenariats, c'était un peu du bullshit, quoi. Tu faisais des partenariats pour un peu te rassurer sur le fait que voilà, tu pouvais avoir certaines personnes du réseau qui pouvaient te ramener un peu de leads, etc. Mais au final, bon, tu parlais à 100 personnes, tu avais peu de business. Enfin, en tout cas, tu ne créais pas un business sur du partenariat. Et si tu comptes que sur ça, c'est pas top. En fait, partenariat, c'est bullshit quand tu n'as pas de structuration des partenariats. Exactement. Tu as des gens, tu vois, pas mal de gens m'envoient des messages sur LinkedIn pour qu'on discute. On se fait un call et après, on se reparle plus jamais. Okay. Tu vois, ah ouais, c'est cool ce que tu fais chez Grossroom. Ah bah moi, je fais un truc de créa. Ça peut être super sympa de se partager. Ok, super, tu vois. Mais derrière, il n'y a plus rien. Évidemment que lui, il va plus y penser. Évidemment que moi, je ne vais plus y penser. Et donc, en fait, le partenariat, ça peut être... Et donc, j'ai changé d'avis là-dessus. Et pour le coup, ça peut être hyper intéressant parce que maintenant, on a des partenaires qui sont top. On a une boîte qui fait des sites web qui s'appelle artiche.io. On a une autre boîte qui fait plutôt du design, de la créa, qui est top, qui s'appelle Social Club. Et donc, en fait, on arrive vachement à avoir des synergies avec eux et on s'envoie des clients. Eux les gèrent très bien, donc on est hyper rassurés quand on leur envoie des clients et inversement. Et donc, c'est là où je me dis, mais on a bossé la relation, quoi. On se fait des calls souvent, on connaît par cœur leur offre, ils connaissent par cœur la nôtre, on s'est positionné sur des appels d'offres ensemble. C'est un taf, c'est un vrai canal d'acquisition. Si tu fais du partenariat juste pour aller parler, tu te dis, bon, un jour, ils vont m'envoyer, je vais faire mon quanti. Ça ne sert à rien, il faut faire plutôt du quali sur du partenariat plutôt que du quanti. Ouais. Et c'est ce qu'a fait HubSpot. Ils se sont dit, le partenariat, c'est les agences. On va mettre tout un process en place. Tu as des teams payés pour juste gérer les agences. Pas juste, parce qu'en fait, c'est un énorme travail. Nous, on a un account manager chez lead account manager chez HubSpot qui s'occupe de nous. C'est un énorme taf. Elle est hyper occupée parce qu'elle fait plein de choses pour que les agences aient de la visibilité. Tu vois. C'est un vrai... faut le prendre au sérieux, en fait. Ouais. C'est pour ça. Il faut considérer son partenaire presque comme un collaborateur de ton entreprise. C'est ça. Sinon, il va passer à autre chose. Il aura un autre partenaire, il aura un autre dossier. Et c'est vrai que tu te parlais tout à l'heure de peut-être faire appel de temps en temps à des compétences extérieures. Tu pourrais, à un moment donné, faire venir un responsable partenariat freelance qui vous explique vraiment les bonnes pratiques, même si je vois que vous en avez déjà. Très bien, Sacha, ça fait presque 40 minutes qu'on discute déjà, ça passe très vite. Ça passait vite, hein. Ouais. Est-ce que sur ces sujets de structuration commerciale, de gérer des croissances, etc., est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oublié d'évoquer avant de passer aux questions de la fin? Il y a toujours, tu le sais mieux que moi, mais dans la structuration commerciale, il y a toujours 100 000 choses à penser. Les commerciaux en eux-mêmes, leur profil, s'adapter à leur profil, le management, la visibilité, le closing. On a beaucoup parlé de génération de prospects, mais il y a aussi le closing, le CRM, etc. Mais je pense quand même que le nerf de la guerre, il est sur les deux choses dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire la génération de prospects et la construction de l'équipe. Une fois que tu as ça, derrière, closing, ça se fait sur le tas. Il faut optimiser au maximum. Mais en tout cas, je trouve qu'on a parlé de sujets qui étaient principaux là-dessus. Ouais. Ok. Très bien. Écoute, je vais passer aux questions que je pose à tous les invités. Ouais. D'abord, en termes d'habitude dans ta boîte, est-ce qu'il y a une habitude que vous faites aujourd'hui que tu aurais aimé faire plus tôt? Écoute, tu parles sur la partie sales ou en global? Ça peut être global aussi. Alors, comme je te le disais, nous, le cœur du réacteur, c'est l'équipe. Ouais. Et donc, en fait, sur la culture, c'est des choses où on est assez sérieux là-dessus, quoi. Vraiment. Et pour le coup, on a enfin, pas des rituels en mode start-up, ça c'est voilà, mais pour le coup, on a des choses qu'on met en place quand on a plusieurs pôles, tu vois, différents, avec des expertises différentes. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous que quelqu'un du pôle ads puisse savoir ce que font les gens du pôle outbound ou ce que font les gens du pôle HubSpot. Et donc, du coup, on a tous les jeudis matins, tu vois, un petit déj où je présente les nouvelles de la boîte, où Bastien vient donner le pipe, justement, à jour
et les gens posent des questions parce que ça peut être des clients qu'ils ont peut-être sur lesquels ils ont été clients. Tu vois, ça peut être des prospects sur lesquels ils ont été clients, donc du coup ils connaissent bien le sujet, etc. Donc en plus il y a de la synergie sur ces choses-là. Et à la fin, tu as un consultant d'un des pôles qui présente un retour d'expérience d'un client qu'il a accompagné, avec qui il a eu des résultats et quel process il a mis en place. Et donc ça fait apprendre un peu à tout le monde et ça donne une culture un peu plus aussi globale et ça implique un peu tout le monde là-dessus. Et donc on fait tous ces petits déj là le jeudi. Le lundi, quand les gens arrivent, pareil. En fait, on est beaucoup petits déj chez Grossroom. Tu peux pas le faire en visio. Tu peux pas le faire. Enfin, alors, sur les petits déj, tu les mets en visio. C'est juste que malheureusement, l'expérience est différente. Ouais. Mais en tout cas, ils ont la présentation et voilà. Il y en a qui sont en présentiel et d'autres en visio. Exactement. Ok. Pour le coup, c'est une boîte un peu. Je disais souvent que Grossroom, c'était une boîte Covidée, parce qu'on on a vraiment embauché des gens pendant le Covid. Donc, Ils ont par définition, on commencé- n'avait pas de bureau au départ. Mais en fait, tu te rends compte à quel point les gens, au final, ils ont envie de venir au bureau, parce qu'ils ont envie d'avoir des interactions. C'est vrai que c'est moins drôle quand tu es toute la journée devant ton ordi, chez toi, toute la semaine. Après, évidemment, il y a l'emplacement du bureau qui change quelque chose. J'ai l'impression quand maintenant on a nos bureaux dans le premier. Depuis qu'on a nos bureaux dans le premier, on a beaucoup plus de présence dans la boîte, aussi parce qu'on a grossi, mais du coup, ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'interactions et c'est ce qui fait que ça marche bien. Et donc, on accentue toutes les interactions. C'est ça, en fait, les rituels qu'on a. On fait tout pour que ce soit, pour que les gens parlent entre eux, que ce soit dans l'onboarding quand tu arrives ou derrière quand tu accompagnes tes clients. Ok, donc avoir des interactions hebdomadaires, si possible en présentiel, ça aidera vos équipes à adhérer à la culture, à voir ce qui se trame en fait dans Bien sûr. l'entreprise. Très bien. Est-ce qu'il y a une prise de conscience également, soit dans la vente, soit dans ton entreprise, que tu as fait un peu tard Euh, ou beaucoup trop tard? Beaucoup trop tard. D'un point de vue plus macro, tu vois, je t'ai dit, on fait de l'ADS, on fait de l'outbound, on fait de l'UpSpot, on fait un peu de SEO aussi. Et typiquement, tout est dans Grossroom. La prise de conscience que j'ai eue, qui a été un peu tard, qu'on a eu même dans l'équipe, c'est de se dire que monter 4 pôles au sein d'une boîte, au sein d'une seule et même boîte, qui, elle, fait 20-30 personnes, bah, c'est comme si tu montais 4 boîtes d'un coup, quoi. Ok. Parce que c'est pas les mêmes expertises. Et donc la prise de conscience que j'ai eue, c'était de me dire, on aurait peut-être dû créer des entités différentes, parce que même marketingment parlant, et niveau sales aussi, ça aurait pu nous aider, tu vois, parce que maintenant les gens, quand ils connaissent Grossroom, ils le connaissent sur le côté growth général. Mais ils savent pas qu'on est expert en ads, ou qu'on est expert en outbound ou en HubSpot. Ok. Et parfois, malheureusement, ça nous a fait perdre des prospects. J'avais un pote entrepreneur, le mec, il a mis en place HubSpot. Je l'ai su après, il a une super boîte. Je lui ai dit, mec, on faisait du HubSpot. Mais je ne savais même pas. Et donc là, je me dis, OK, donc ça nous fait perdre en plus des prospects. Donc j'aurais plutôt pensé à séparer les entités. Mais maintenant que c'est fait, ce n'est pas grave parce que du coup, comme je te le disais, par contre, la qualité de ça, c'est que du coup, tu as vachement de synergie entre les équipes. Tu vois, ils se partagent les bonnes expertises, etc. Et de plus en plus, maintenant, les clients, ils viennent chercher chez nous plusieurs expertises. Ils viennent pas juste pour de l'ADS. Ils viennent pour un tout aussi. Donc vos 4 pôles, c'est Ads, HubSpot, Outbound et SEO. Outbound, SEO. Ok. Donc toute la partie acquisition, en fait. Ok. Et tu te dis peut-être que ça aurait été intéressant de faire des entités à part entière. Tu peux pas juste jouer sur le nom, en fait, nommer en fait ces départements, avoir une page un site web dédié. Ça, c'est peut-être déjà fait. Franchement, alors ils ont une page dédiée, heureusement quand même. Ouais. Mais enfin, quand on parle de grosse marketing, la landing page, c'est assez intéressant là-dessus. Donc oui, mais malheureusement, effectivement, on l'a pas fait. On n'a pas donné de nom exact. Alors ça s'appelle Gross Ads, Gross Outbound, etc. Ok, j'allais dire. Mais effectivement, c'est pas des marques différentes, même si c'est au sein de la boîte. Ça peut être un sujet plus tard, pour le coup. C'est pas quelque chose qu'on s'enlève. En tout cas, on l'a monté comme ça à la base. Ok. Ce qui, comme je te disais, nous a fait peut-être perdre certaines opportunités, mais gagner en culture et tu vois, en généralisation, synergie d'expertise dans l'équipe. Et peut-être que vous pouvez aussi en profiter pour, à un moment donné, avoir une stratégie d'upsell. Vous le faites sans doute déjà, mais en Oui. disant on a géré votre campagne SEO,
Est-ce que vous utilisez HubSpot? On a aussi des compétences là-dessus, etc., etc. Et ben ça, tu vois, c'est typiquement, on est à la fin là-dessus, mais c'est typiquement un sujet de structuration de Ouais. sales, l'upsell, surtout dans une boîte de service quand tu fais plusieurs expertises, pour justement détecter au bon moment. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous, on a une quatrième associée. On est quatre. Hein, je vais Ok. arrêter de t'en donner au fil de Au l'eau. bout du 12e Ouais, associé, c'est je vais me clair. poser des questions. On est 30, mais il y a 30 associés. C'est ça. Non, non, c'est donc la quatrième, elle s'appelle Blanche, qui elle travaille, qui elle lead le pôle outbound. Et elle, justement, vu qu'elle est depuis le début chez Grossroom, elle a aussi capté la détection, tu vois. Elle accompagne les clients en outbound. Elle détecte quand ils ont des problématiques en HubSpot, quand ils peuvent avoir des problématiques pour générer un peu plus de leads, donc elle est sur de l'ADS ou sur de la SEO, etc. Et donc, en fait, toute l'équipe derrière a cette faculté, en tout cas, à détecter ça. Ok. Mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. On commence à être bon là-dessus. Mais encore une fois, c'est un sujet de structuration de sales pour justement avoir cette vision-là de se dire, OK, j'ai converti tel client. Ah, mais il m'a parlé un peu de HubSpot pendant la présentation. C'est pas pour maintenant, mais il faut que j'y pense plus tard. Il faut que je prévienne les consultants. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et c'est encore une fois une question de structuration. Et ouais, tu pourrais soit effectivement détecter des phrases clés. En plus, maintenant, tu as des logiciels d'IA qui te transcriptent, qui te mettent en avant des mots-clés. Ouais. Mais tu pourrais aussi, à un moment donné, avoir une structure de questions qui te permet d'avoir toutes ces informations, peut-être pas au premier rendez-vous, mais quoique. Mais à un moment donné, dans les Carrément. rendez-vous, voire dans la collaboration, avoir des questions. D'ailleurs, quel CRM vous utilisez, quel outil marketing vous utilisez, etc., etc. Est-ce que vous faites de l'ADS? Ça, c'est la bonne chose côté grosse marketing, vu qu'il y a beaucoup de verticales, c'est la question qu'on pose en premier. Les outils marketing que tu utilises. Est-ce que tu es sur Salesforce, est-ce que tu es sur HubSpot, etc. Ça, on arrive à le détecter très rapidement. Mais effectivement, tu as raison. Capter, essayer d'estimer le timing quand ils vont avoir le besoin, ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais écoute, avec l'expérience, ça se fait. On est encore jeune, mais effectivement, ça se fait. Ok, très bien. Il me reste 2 questions, Sacha. Une question un peu rigolote. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui t'a changé la vie? C'est intéressant. Écoute, je pense que je dirais un appareil photo que une personne de mon équipe a acheté. Donc, en plus, je crois que c'était un vieux Kodak. Tu vois, un peu appareil photo. Alors, j'y connais rien en photo, je sais, mais en tout cas, il était jetable. Je sais pas si c'était un Kodak, mais tu vois, un appareil photo jetable qui a vraiment coûté bien moins de 100 €. En revanche, à chaque fois qu'on fait des soirées, d'ailleurs, on en a fait une hier soir, on le prend et on prend des photos qui arrivent quand on les développe, tu vois, un petit peu, ouais, avec le grain un petit peu. Ouais. Et donc, on a ces photos-là. Et je poste pas souvent sur LinkedIn. J'en ai posté une ou deux des photos comme ça, une fois tous les 3 mois, tu vois. Et à chaque fois, ça a cartonné. Donc, je pense que ça a ramené beaucoup plus que le 20 € de trucs. Et surtout, maintenant, on a les photos partout dans les bureaux. Et je sais pas, ça donne un côté beaucoup plus cool. Donc voilà, c'est la première chose auquel j'ai pensé parce qu'on en a pris hier, c'est pour ça. Ok, très bien. Donc, faites des photos argentiques pour faire le buzz sur LinkedIn. pour le buzz sur LinkedIn. Non, mais en fait, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est quand tu as une bonne culture, tu penses pas forcément à prendre des photos pour montrer, etc. Ouais. Mais alors qu'en fait, c'est intéressant pour déjà avoir des souvenirs pour l'équipe, mais aussi pour communiquer quand tu fais du recrutement, etc. Pour dire, au fait, c'est pas mal chez nous aussi, tu pourrais tenter de venir. Ouais. Et parce qu'on est vraiment dans une démarche quand tu es à 30 personnes où tu te dois de recruter les meilleurs profils. Si tu fais des erreurs de recrutement, tu le payes cash 2-3 mois après. Okay. Et donc, tu es obligé de recruter là-dessus. Et ce qui est bien avec ce genre de photos, c'est que du coup, c'est beaucoup plus humain. Ce n'est pas des photos, tu sais, un peu shooting là-dessus. Voilà. Ok, bah, écoute, merci pour ce petit conseil. Dernière question, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu me proposes qui? Écoute, je vais te proposer Hugo Mercier, qui a fondé Dream. Donc le casque pour mieux dormir. Pour le sommeil, exactement. Dans lequel je travaillais, une startup dans laquelle je travaillais du coup à San Francisco au départ. Et qui maintenant a monté une entreprise qui est top, un SaaS B2B qui s'appelle Twin, qui fait un peu du no-code, donc qui te permet, avec des outils no-code comme Zapier, d'aller beaucoup plus loin en utilisant l'IA. C'est-à-dire de créer des workflows, tu vois, des automatisations qui vont beaucoup plus loin. Il a levé dernièrement, ils sont en train de monter un outil qui est top. Et lui, sur la partie closing sales, etc.,
il est assez bon aussi. Donc, pour le D'accord. coup, je le conseille. Ok, je crois que je l'avais entendu dans un podcast. Il a peut-être un profil un peu plus ingénieur, non? Et C'est il ça est qui est quand même. intéressant. Ok, C'est qu'à la base, il avait un profil ingénieur. Il est passé très rapidement business parce qu'en fait, tu n'avais que des ingénieurs chez Dream. ok. Et donc, lui, c'est lui qui gérait toute la partie levée de fonds, structuration des équipes marketing, des équipes produits, etc. Donc, petit à petit, il est passé du côté ingénieur au côté business. De toute façon, tu n'as pas le choix. Quand tu es CEO d'une boîte, tu es obligé d'avoir aussi cette partie business. Et là, il a un SaaS B2B où, encore une fois, il a beaucoup plus de dev, mais tu vois, où il commence à vendre son produit là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui veulent pas toucher à la vente, alors qu'en fait, les ingénieurs qui sont bons en vente, ça peut être redoutable parce qu'en fait, la vente, c'est beaucoup de discipline, de structuration, Exactement. ce dont on a parlé aujourd'hui, de structuration. Exactement. Donc, écoute, très bien, je lui proposerai de passer dans le podcast. Sacha, si on veut te joindre pour postuler ou pour faire appel à vos services, on te joint sur LinkedIn. Eh ben écoute, sur LinkedIn, alors j'ai mis ce petit truc là, prendre rendez-vous, tu sais, sur Ouais. LinkedIn, sur le titre. Ça marche un peu. Alors je poste pas souvent, comme je te le disais. Ça va certainement commencer. Mais vous pouvez prendre rendez-vous là-dessus. Et deuxièmement, vous pouvez aussi nous trouver sur notre site, grosson.co. Et pour Reply, c'est sur Welcome to the Jungle. On a uniquement une page Welcome to the Jungle là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'en général, vous pouvez voir un peu ce qui se passe, les posts ouverts, etc. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Il sera disponible sur plein de plateformes. Maintenant, je les mets sur toutes les plateformes, Tu fais bien. YouTube, Facebook, etc. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, je m'adresse à la caméra, aller voir la newsletter Les Chroniques de la Vente, où là, je mets aussi de l'écrit autour de chaque épisode pour aller plus loin, avec des liens sur des logiciels, des boîtes, etc. Sacha, à bientôt. Bonne vente pour cette année. Et puis Merci. peut-être à bientôt pour un autre podcast. Merci, à bientôt. Salut. Salut.